Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de réenchanter le commerce en compagnie de Frédéric Merlin. C'est le président de la Société des grands magasins. Il vient notamment de racheter 7 magasins au groupe Galeries Lafayette. Il nous dira pourquoi. On parlera relance durable et inclusive en compagnie de Stéphanie Goujon. C'est la directrice générale du French Impact. Et on continuera justement sur ces sujets d'inclusion en compagnie de 2 entrepreneurs qui font partie de l'annuaire Diversity Days des talents du numérique et de la diversité, un annuaire dont Bismart est justement partenaire. Et puis on terminera cette émission avec de l'industrie 4.0 puisque je vous proposerai de réécouter l'interview de Daniel Harari. Si vous l'avez manqué il y a quelques semaines, c'est le patron de Lectra et c'est passionnant, c'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Merlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société des grands magasins. Alors vous possédez, vous exploitez d'importants centres commerciaux. On peut citer Lille, Nîmes ou encore le Kremlin-Bicêtre. Et cet été, vous avez donc racheté 7 grands magasins au groupe Galeries Lafayette, Grenoble, Dijon, Angers, Limoges, Orléans, Reims et Le Mans. 80 000 m² de surface de vente, chiffre d'affaires à peu près un petit peu inférieur à 300 millions d'euros annuels. Moi, je voulais savoir ce qui avait motivé ce rachat, parce que c'est vrai que les Galeries Lafayette dans les villes de province, ce sont quand même des établissements qui ont un côté un peu mythique, un peu unique. Donc, qu'est-ce qui a motivé, vous, votre rachat ? La conviction de la Société de grands magasins, c'est de croire que le commerce existera longtemps, le commerce physique, il existera en centre-ville. Et donc, comme depuis quelques années, on s'affaire à racheter des centres commerciaux d'hyper-centre-ville, pour nous, c'était l'histoire d'après. Ces grands magasins bénéficient d'un emplacement inouï. Le commerce est né autour de ces immeubles. Et donc, c'était l'opportunité de faire vivre le commerce et de continuer à faire vivre le commerce, justement, dans ce centre-ville, avec, en plus de ça, notre savoir-faire spécifique et d'aller justement investir dans ces magasins pour y offrir une pluralité, une diversification d'offres. Et il y a encore de la place aujourd'hui pour ce modèle, parce que j'imagine que si les Galeries Lafayette s'en séparent, c'est que ça ne marche pas forcément très bien. Ah non, je ne crois pas. Ces magasins sont rentables. Ils sont rentables. Non, je crois que les Galeries Lafayette, ce qu'elles souhaitent, c'est voir un opérateur indépendant qui vient et qui investisse avec une volonté justement de faire évoluer le modèle. Quand on regarde nos centres commerciaux et qu'on reprend le périmètre qui était le nôtre il y a encore 4 ans, quand on a commencé à acheter des centres commerciaux, on a multiplié pratiquement par 2 la valorisation de ces sites au moyen d'une recommercialisation qui a été juste inouïe. On a recommercialisé presque 80 000 m² de commerce et donc c'est bien la preuve que le commerce de centre-ville peut continuer à exister. Alors on l'a fait avec une diversification d'offres, comme je le disais. On n'y a pas fait que du commerce classique, on y a fait des food courts, on y a fait des espaces de loisirs, on y a fait du sport. Bref, on a essayé justement de motiver nos clients à venir chez nous, pas que pour acheter, mais aussi pour vivre une expérience et à passer un moment sympa. Et c'est ce qu'on va essayer de faire justement dans ces grands magasins Galeries Lafayette. Oui, mais c'est là où le positionnement est intéressant, je trouve, parce qu'on parle beaucoup du petit commerce, de proximité. À côté, vous avez l'habitude, vous, de gérer des centres commerciaux d'hyper-centre-ville. Ils sont présents chez nous, ces petits commerçants de proximité aussi. Ah, bah, c'est ça, des grandes enseignes. Alors, c'est intéressant, racontez-le-moi. On a des locomotives alimentaires, des locomotives de loisirs, des cinémas, etc. Mais on a aussi des petits commerçants chez nous. On a le cordonnier, le coiffeur, et on a à côté de ça, en plus, comme je le disais, eh bien, des super restaurants, des concepts de food court, des concepts de jeux de gaming, etc. Ça veut dire que vous allez repenser ce qui fait traditionnellement le magasin Galeries Lafayette, ou est-ce qu'il y aura des marqueurs qu'on va continuer de retrouver ? Ah non, le magasin Galeries Lafayette, ça restera un grand magasin, voilà, comme on le connaît, avec les grands rayons du grand magasin. Par contre, on va essayer d'y donner une diversité. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien y installer notre marque de food court qui s'appelle Kitchen Market, qui est présente à Lille et qui cartonne comme jamais dans ces Galeries Lafayette. On pourrait très bien imaginer en fait un coiffeur au rayon beauté. On pourrait très bien imaginer un espace de fitness au rayon sport, par exemple. Ouais, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de redonner un petit coup de peps à ces activités-là qui peut-être étaient un petit peu désuètes, on va dire. Vous avez raison. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le modèle du grand magasin, en province, dans les villes dans lesquelles, justement, on va investir, il a une attractivité qui est juste dingue. On vient de très loin, on vient de l'extérieur des villes, justement, on pénètre la ville pour aller dans ces grands magasins. C'est encore vrai, ça, aujourd'hui ? Oui, c'est encore vrai, je vous assure. Les chiffres le prouvent, c'est des magasins qui ont des millions de visiteurs chaque année. Ah ouais, quand même. Alors là, vraiment, je ne savais pas. Alors, on parle justement, c'est ce que vous disiez là à l'instant, on parle de désertification du centre-ville sur le plan commercial. Comment est-ce qu'on redonne du dynamisme au centre-ville ? Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de tous ces petits commerces qui se vident. C'est vrai que parfois, les
hyper centre-ville, comme vous dites, sont un petit peu mal vus parce que ce sont des grands temples de centres commerciaux avec des grandes chaînes. Et finalement, on voit assez peu le petit commerce, même si j'entends ce que vous dites. Et oui, il y a le coiffeur, il y a le boulanger. Mais... Et là, je pense que toute la période Covid qu'on vient de vivre a été assez révélatrice finalement de ces centres commerciaux de proximité. En réalité, c'est vrai que les énormes jumbo sont moins peut-être dans les habitudes de consommation au quotidien. Le télétravail, le confinement a servi notre modèle parce que les les habitants des villes ont redécouvert en fait nos actifs de proximité avec une pluralité d'offres qui n'est certes pas aussi importante que dans les très grands centres commerciaux de périphérie, exactement, mais par contre ce sont des lieux de passage au quotidien. On a des gens chez nous qui viennent 2 fois, 3 fois dans la journée. Quand on a racheté sur un périmètre ISO, aujourd'hui on est propriétaire d'une dizaine de centres commerciaux. Et il y a encore 4 ans, si je prends les chiffres, on avait à peu près 18 millions de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, on est au-delà des 30 millions. Ah oui, donc vous avez fait un super jump. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le regard des gens sur ces centres commerciaux? Non, c'est ce que je disais, les habitudes réellement. Les habitudes de consommation changent. D'accord. On a tendance à consommer plus près de chez soi. On descend, on vient, on achète, etc. Et en plus de ça, chez nous, on y a une diversité d'offres. Alors, on s'est affairé aussi à essayer de donner une dimension sociale au centre commercial. L'enjeu du propriétaire du centre commercial que je suis, et bientôt du grand magasin, c'est de générer du flux. Bien sûr, mais c'est là toute la question. C'est là tout le sujet. Quand je génère du flux et que mon commerçant a 20 000, 30 000, 40 000 clients potentiels qui passent tous les jours devant sa vitrine, il devrait pouvoir le transformer. Et donc, pour générer du flux, on va chercher d'autres expériences et on a par exemple monté une marque de tiers-lieu qui s'appelle La Troisième Place, qu'on a montée en association avec une association qui s'appelle La Cordée Éducative, qui est gérée par des éducateurs spécialisés et qui est autour en fait d'une grande cuisine collective. Vous avez chaque matin des cours de cuisine rééducatifs. Ces plats qui ont été préparés sont revendus le midi, donc ça devient un restaurant. Vous avez un incubateur, vous avez un espace de coworking. Vous avez aussi énormément d'associations qui sont domiciliées au sein du centre. Et là, pour moi, c'est le pari qui est réussi parce que c'est faire venir en fait dans le centre commercial des personnes qui n'ont pas des velléités forcément pour acheter dans le temple du commerce, le centre commercial, mais qui viennent parce que le centre est inscrit dans les habitudes au quotidien. Et bien certainement, elles transformeront en fait un jour ou l'autre ce passage par un achat dans le centre. En tout cas, le centre est devenu le lieu dans lequel on vient, peu importe ce qu'on a à y faire. Il est chauffé l'hiver, il est rafraîchi l'été. C'est un lieu de vie, en fait, plus qu'un simple centre commercial. Nous, l'enjeu, parce qu'on est toujours en centre-ville, c'est de remettre l'église au cœur du village. Et ce que je dis souvent à mes équipes, c'est que quand l'école du coin a une kermesse à organiser, il faut que le podium il soit monté dans le centre commercial et nulle part ailleurs. Le centre, c'est là où ça se passe. Mais sérieux, vous êtes prêt à accueillir des kermesses d'école? Vous poussez un peu le bouchon loin, non? Non, je vous assure qu'on le fait. C'est vrai? Vous le faites où, par exemple? On le fait à Roubaix, par exemple. C'est vrai? Mais ça doit être une... Enfin, là, pour le coup, effectivement, je trouve que... c'est une vision personnelle, mais vous jouez vraiment votre rôle d'acteur de la cité. Exactement. Le centre commercial, c'est un acteur de la cité, comme je le disais. Il a un rôle social à jouer et on l'assume, par exemple, avec la Troisième Place. On a une politique d'animation qui est juste dingue. Chaque année, on a 40 semaines d'animation par an, qui sont des animations parfois basiques, mais qui tournent autour des enfants, etc. Bref, en fait, on essaye d'inscrire le centre commercial dans les habitudes quotidiennes. Quand vous allez chercher vos enfants à la sortie de l'école, vous passerez peut-être par le centre, parce que c'est là qu'il viendra faire de l'aide aux devoirs. D'accord. Mais et avec le confinement, avec le pass sanitaire, avec les fermetures qu'on a pu connaître, ça n'a pas découragé le public? Je repense aux chiffres que vous me donniez tout à l'heure de progression de la fréquentation. Il n'y a pas eu quand même un coup d'arrêt? Les gens n'ont pas marre de le masque. Il faut que je montre mon pass sanitaire quand j'arrive dans un endroit qui est relativement grand. Non, alors, ça n'a pas eu d'impact? Le confinement a été une épreuve économique pour nous autres foncières et bien entendu pour nos clients qui sont les enseignes et qui sont nos locataires. Sur le sujet du paiement des loyers, on n'a pas de tabou. En revanche, sur les habitudes de consommation et sur le pass sanitaire a été levé. Et force est de constater qu'après chaque déconfinement, il y a eu un enjeu juste inouï à venir consommer chez nous. Et c'est bien le contre-pied de tous ceux qui croyaient à la fin d'un modèle, c'est-à-dire celui du commerce physique, au fait de dire qu'il y a encore 2-3 ans, on était hyper contre-cyclique. Tout le monde nous disait, vous êtes fous d'investir dans le commerce physique, Internet va absolument annihiler le commerce physique. Non, je crois que c'est faux. Aujourd'hui, toutes les enseignes sont persuadées en fait de la nécessité de l'omnicanalité. Et on se fiche de savoir si vous avez acheté votre chemise hier dans un de mes centres commerciaux parce que finalement vous êtes passé, vous avez vu une pub la veille sur Internet, ou si vous l'avez acheté sur Internet parce que vous êtes passé hier devant une vitrine d'un de mes centres. Donc c'est tout l'enjeu pour nous en fait. Et la meilleure preuve que je peux donner, c'est qu'entre le
1er janvier de cette année et le 30 juin, nos centres ont été fermés plus de 3 mois en raison du confinement et on a recommercialisé 35 000 m² de commerce. Ça veut dire qu'à l'échelle de 200 000 m² dont on est propriétaire, ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience des enseignes à une nécessité d'avoir des boutiques présentes en centre-ville. Énormément d'enseignes qui étaient présentes à l'extérieur viennent en centre-ville aujourd'hui. Regardez à Ikea à Paris, par exemple, et bientôt ailleurs en province. Il y a eu un enjeu inouï à dire il faut investir dans des magasins qui sont des magasins accueillants, qui sont des magasins peut-être de plus en plus vitrines, de taille sans doute un peu limitée, plus limitée, mais on viendra dans le magasin et on repartira peut-être sans achat parce qu'on achètera sur Internet, on se fera livrer, mais on aura vu le produit. Mais c'est plus alors des magasins qui seront pensés comme des showrooms où on vient voir quelque chose qu'on a peut-être vu sur Internet mais qu'on a besoin peut-être à un moment de toucher, ou ce sont de simples click and collect parce que Donnez-moi votre avis de consommatrice. Quand vous faites du shopping, vous n'avez pas envie de partir avec vos paquets? Ah si, mais bon, donc je suis pas vous sûre que partirez avec le paquet s'il y a votre taille. Ouais. S'il n'y a pas votre taille, eh bien vous vous ferez livrer. Moi, je crois que c'est encore très important d'avoir cette expérience et de rentrer le soir avec ces paquets. Acheter, c'est un acte social. On s'en est rendu compte plus que jamais. On n'a jamais parlé autant du commerce que depuis le Covid. Oui, c'est sûr. Après, la question, c'est aussi comment est-ce que vous allez repenser ces centres-là pour qu'ils répondent aussi aux enjeux environnementaux? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que les centres commerciaux d'hyper-centre-ville, comme vous dites, peuvent répondre aux enjeux écologiques? Ah, c'est tout l'enjeu. Et donc, on a monté notre propre label, qui n'est pas d'ailleurs destiné qu'aux actifs dont nous sommes propriétaires, puisqu'on discute aujourd'hui avec d'autres foncières qui sont motivées justement à venir se faire labelliser, entre guillemets, en partant d'un constat simple qui est de dire nous rachetons des actifs et nous sommes propriétaires d'actifs qui sont existants et qui par définition ont déjà pollué. La construction, c'est ce qui polluera le plus en réalité. Et donc, ce bilan énergétique, voilà, on a déjà pollué, l'actif est construit depuis 15 ans, 20 ans, que sais-je. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous changez vos ampoules pour mettre des ampoules à LED, quand vous mettez des capteurs dans ces centres qui sont énergivores, il faut le dire, pour que la lumière ou la climatisation ne se déclenche que quand c'est nécessaire, non seulement vous faites des économies au profit de vos locataires, vos charges diminuent, mais en plus vous faites un acte qui est éthique et écologique. On a des centres, par exemple à Roubaix, dans lesquels on a des toilettes sèches, dans lesquelles on est au zéro déchet. Comment vous arrivez à être au zéro déchet? Alors Roubaix, c'est peut-être pas la seule ville en France, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est une ville qui est au zéro déchet. Incroyable. C'est beaucoup d'éducation. Et finalement, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est de l'écologie, mais c'est de l'écologie, donc c'est éthique, etc. Et c'est de l'écologie qui est rentable. En réalité, ce label dont je suis en train de vous parler, il remplit des prérogatives qui sont des prérogatives RSE. Parce que on va à la fois améliorer le bâti, on va à la fois améliorer l'écologie, mais on va en plus jouer un rôle social. Un centre comme Roubaix, alors pour reprendre Roubaix, en l'espace de 3 ans et avec l'arrivée d'une nouvelle locomotive alimentaire, je crois que c'est près de 400 emplois qui ont été créés. Vous imaginez 400 emplois en centre-ville. Donc le centre commercial, je pense qu'il peut faire mieux d'un point de vue écologique. On peut aussi réfléchir à des solutions, enfin il est équipé de quai de livraison, on peut réfléchir à des solutions de logistique du dernier kilomètre. Bien sûr. Où finalement il y aura de grandes plateformes à l'extérieur des villes qui viendront desservir directement le centre commercial et qui permettront ensuite avec des modes doux d'aller livrer directement ou de faire du click and collect dans le centre. Enfin, il y a énormément de possibilités pour faire vivre à nouveau ces actifs, pour les requalifier. Mais pour revenir sur votre label, qui est-ce qui évalue les critères? Parce que si c'est vous en tant que foncière, vous pouvez dire un peu ce que vous voulez. Ah non, vous avez un organisme indépendant. C'est un organisme indépendant. Et donc, si je parle beaucoup de Roubaix, c'est parce qu'on est en train de le mettre à l'épreuve pour la première fois sur notre site de Roubaix. C'est, je crois, 70 points de contrôle. Et donc, c'est le travail de mes équipes pendant plus d'1 an pour la mise en place de ce label. Est-ce que ça doit passer aussi à un moment par une volonté politique, puisque vous êtes en centre-ville, donc au contact des maires? Je crois que la volonté politique, elle est là. À chaque fois qu'on arrive dans une ville, on est accueilli comme jamais par les pouvoirs publics, parce que, imaginez-vous à quel point une ville dans laquelle vous auriez énormément de vacances locatives, ça ne transpire pas le dynamisme, et je crois que c'est tout l'enjeu des collectivités. Donc on nous déroule un véritable tapis rouge. On a forcément des points de discorde quand il s'agit de la piétonisation de certaines routes ou de l'accès à certaines villes qui est rendu de plus en plus compliqué. Après, il y a une force encore pour le centre commercial, c'est que généralement, le parking du centre-ville se trouve dans le centre commercial. Oui, c'est sûr. Mais quand même, pour revenir sur cette politique, j'entends bien qu'ils vous accueillent à bras ouverts et je comprends les créations d'emplois, tout ça, mais est-ce qu'à un moment, ils ne doivent pas vous aider aussi, peut-être fiscalement, pour justement transformer ces centres en des centres qui soient plus vertueux sur le plan écologique? Moi, je fais un constat qui est celui de dire, nous, on est une foncière indépendante et on a investi, on a fait le choix d'investir, on a fait le pari, il y a 4 ans, c'était hyper contre-cyclique, d'investir dans cette classe d'actifs, et force est de constater que ça fonctionne.
L'enjeu pour moi, c'est de motiver une multitude d'investisseurs comme moi, des concurrents donc, à venir acheter aussi cette classe d'actifs. Je ne pourrais pas racheter tous les centres commerciaux de France, soyez rassurés. Et donc, venir acheter cette classe d'actifs, leur dire ça marche. Et l'enjeu pour moi de ce label-là, c'est aussi de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vraie discussion finalement dans le cadre du plan de relance par exemple, pour aller chercher une contrepartie qui viendrait motiver justement ces investisseurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir les frontières d'un centre commercial qui est en désétude en disant c'est une zone franche à l'échelle de la ville où c'est assimilé à une zone franche et donc permettre à certaines enseignes qui voudraient potentiellement s'implanter mais qui hésitent parce que c'est un pari d'ouvrir une boutique, c'est employer beaucoup de personnel et bien d'avoir par exemple une exonération de charges. Est-ce que ce ne serait pas permettre par exemple à l'investisseur du centre commercial qui lui investit pour faire des travaux, etc., et qui, en échange d'améliorations écologiques, comme je viens de vous parler, pourrait peut-être être exonéré pour partie de la taxe foncière qui ne font qu'augmenter finalement en centre-ville, alors même qu'on a énormément de surfaces vacantes. Voilà, c'est tout autant d'idées avec lesquelles on essaie de réfléchir, pour lesquelles on essaie de réfléchir. Alors on parle de rénovation énergétique principalement. Moi, je voulais qu'on parle aussi de l'offre, c'est-à-dire qu'on a des centres commerciaux qui sont des temple de la consommation et peut-être et de la fast fashion aussi dont on a beaucoup parlé. Est-ce que finalement il ne faut pas aussi repenser l'offre? On voit aujourd'hui parfois des boutiques de seconde main qui ouvrent dans les centres commerciaux. On a des boutiques de friperies dans nos centres, vous avez raison. On a des friperies dans nos centres. Vous savez, je crois que le consommateur, ce qu'il attend, c'est une offre la plus diversifiée possible. On n'est pas des génies, on ne réinvente pas le modèle, j'aime bien le dire. Non, mais j'aime bien le dire. Non, mais c'est bien, il faut rester aussi... Non, il faut savoir rester humble. Un centre commercial, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ait une grosse locomotive, qu'elle soit alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, ou de loisirs, ou que sais-je. Il faut qu'elle ait une locomotive. Ensuite, et c'est le travail de ma sœur, justement... Oui, est-ce que vous travaillez avec votre sœur? Oui, depuis 10 ans maintenant, depuis 10 ans. Et elle, son travail à elle, c'est d'aller définir justement l'offre commerciale au sein de notre centre commercial. Et donc, c'est de discuter avec une multitude d'enseignes. Aujourd'hui, on a 600 locataires et je considère qu'on a peut-être 90% des enseignes qui sont présentes sur le marché pour essayer justement d'aller comprendre quels sera le besoin ici et là. Et c'est surtout d'essayer de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites, à mon sens, par les très gros propriétaires et qui est de faire une définition commerciale qui est exactement la même de partout en France. Et les attentes à Lille, elles ne sont pas forcément les mêmes qu'à Nîmes et elles ne sont pas forcément les mêmes qu'à OKB, aux portes de Paris. Et là, justement, il va falloir s'affairer. Alors, il y a des bonnes recettes qui fonctionnent bien. Et là, il va falloir s'affairer justement à définir au mieux l'offre. Alors, vous êtes assez jeune quand même, vous avez une trentaine d'années. J'ai 30 ans. Vous avez 30 ans, vous avez entrepris il y a déjà 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cette passion d'entrepreneuriat, de l'immobilier et du commerce? Alors, ma sœur et moi n'étions pas issus d'une famille de l'immobilier. En revanche, notre papa était entrepreneur. Et je crois que c'est lui qui nous a donné la passion. Quand j'avais 12 ans, il était dans la tuyauterie industrielle. J'adorais l'accompagner avec lui sur ses chantiers, etc. J'ai toujours aimé les affaires pour les rencontres qu'on peut y faire. C'est juste passionnant. Et c'est ça qui vous a motivé. Mais pourquoi le commerce? Parce que vous disiez, quand vous avez investi dans les centres commerciaux, c'était contracyclique quand même. Donc, c'était hyper contracyclique. Nous, la société de tête s'appelle l'Avenue Développement Immobilier et elle faisait des opérations de réhabilitation d'immeubles de partout en France et toujours en centre-ville. Et on avait identifié ces actifs qui étaient laissés en état de désétude complète par de grands investisseurs, des banquiers, des assureurs qui n'avaient pas envie, pas les moyens, pas l'énergie en fait pour faire ce travail de réversion qu'on est en train de faire sur ces actifs-là. Et avec cette conviction qui est immobilière et qui est de dire finalement on a un foncier qui est juste inouï, on a un foncier qui ferait pâlir n'importe quel promoteur, on est en hyper centre-ville et on est propriétaire de dizaines de milliers de mètres carrés en hyper centre-ville, on doit pouvoir réinventer le système et on doit pouvoir faire vivre ce foncier justement au moyen d'un commerce innovant. Et puis ma sœur et moi on est juste passionnés de commerce, on adore le commerce, on se balade tout le temps dans les commerces, on adore acheter, on adore tout acheter. Et c'est pour vous l'avenir des foncières, de se mêler de ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments aussi? Je pense en tout cas qu'une foncière, pour qu'elle soit résiliente, il va falloir qu'elle soit de plus en plus impliquée dans ce qui se passe chez elle. Et pour reprendre l'exemple des grands magasins, ce sont des immeubles inouïs, mais les exploiter en tant que grands magasins, c'est le moyen de faire vivre finalement ce patrimoine qui est extraordinaire. Merci beaucoup Frédéric Merlin. Je rappelle que vous êtes donc le président de la Société des grands magasins. Tout de suite, on va parler relance durable et inclusive avec Stéphanie Goujon, directrice générale du French Impact. Entretien enregistré la semaine dernière. Et on poursuit cette émission avec Stéphanie Goujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Le French Impact. Vous êtes également coprésidente du groupe de travail Financer la transition écologique dans les territoires au Cercle de Giverny, qui est le premier rendez-vous annuel de la RSE. D'abord, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que Le French Impact ? Bien sûr. En fait, c'est issu d'une initiative gouvernementale qui vise à être un peu l'équivalent de la French Tech, mais
pour l'économie à impact, l'économie de territoire. Et donc, concrètement, on fait 3 choses. 1, on identifie des projets prometteurs à impact sur l'agroécologie, les mobilités douces, toutes les questions d'autonomie, par exemple. Deuxième chose, on facilite l'accès au financement pour ces projets. On a notamment des programmes avec des fonds d'impact investing. Je crois que vous receviez récemment Marc Menesdé de Founder Future, voilà, qui est un de nos partenaires. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait connaître ces projets de territoire, ces formidables solutions qui fonctionnent. On les fait connaître au pouvoir public, aux fonctionnaires, aux administrations, pour inspirer le service public de demain. Vous avez un petit coq vert aussi ou pas? Non, j'ai pas un petit coq vert, j'ai un collier vert d'habitude. Ah ouais, mais là, avec le décor à fond vert, ça ne marche pas. Voilà, donc c'est à la fois social et environnemental, parce que nous, notre définition de l'impact, qui est un mot un peu valise, qu'on entend beaucoup, c'est que c'est de la triple performance. C'est de la performance économique, sociale et environnementale. Les trois sont imbriqués, sont indissociables. Donc vous êtes loin de la décroissance. Alors, décroissance, nous, on n'aime pas les termes croissance, décroissance. Pour en sortir, on aime bien parler de prospérité aussi et de bien signifier que c'est une question, l'impact, c'est une question territoriale avant tout. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des solutions qui sont adaptées, parce que c'est une économie de proximité, au plus près des besoins, donc qui viennent, je ne sais rien moi, de Figeac, de Strasbourg, on était hier, de Marseille, où mon équipe est aujourd'hui. Et ces solutions, elles génèrent des emplois. Donc, on n'est pas dans la décroissance en ça. On génère des emplois non délocalisables. Je vais vous citer un exemple à Romans-sur-Isère de relocalisation industrielle. Ouais. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe Archer. Il y a quelques années, quand la dernière usine de fabrication de chaussures a fermé, vous imaginez la catastrophe humaine et économique. Eh bien, ils ont repris l'usine avec un chantier d'insertion. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Il y a 1000 salariés en France, à Romans-sur-Isère, et ils fabriquent, je crois, 4000 ou 5000 paires de chaussures par an. Ils viennent de lancer un partenariat avec une marque de textile un peu tendance. Donc, c'est du concret. Et ça marche parce que ça vient des territoires. Et c'est en ça que nous, on travaille notamment dans le cadre du plan de relance pour que ce soit, pardon pour l'anglicisme, mais pas top-down, mais bottom-up, si vous voulez, quelque part. Alors, c'est girondin, on va dire, voilà, c'est ça. C'est une approche girondine du plan de relance. Voilà justement cette relance, on en parle beaucoup avec ce fameux plan de 100 milliards. Comment faire en sorte que ce plan de relance-là soit effectivement inclusif à tous les niveaux et qu'il embarque finalement l'ensemble du territoire français ? Tout à fait. C'est effectivement un paradoxe, ou en tout cas une asymétrie potentielle à résoudre au démarrage. C'est qu'il y a des annonces exceptionnelles qui sont faites par le gouvernement, par Bercy, les 100 milliards. Et en même temps, il y a une attente forte des territoires. Et voilà. Et quelles sont les retombées réelles, rapides, vers les projets à impact. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Les projets à impact social et environnemental qui génèrent de l'emploi non délocalisables et visibles de populations qui se sentent parfois un peu délaissées. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on entend pas mal de levées de fonds un peu bling-bling, voilà, sur des... Voilà, mais sympathiques, hein, sur des futures licornes. Moi, j'en ai jamais vu que dans la chambre de ma fille, des licornes. C'est bien. Mais nous, on travaille sur des projets qui emploient des gens, des vrais gens, qui sont en France, sur les territoires, et qui travaillent... qui sont sur des emplois qui sont utiles immédiatement à la société. Je vais vous citer un autre exemple sur les mobilités. Alors, on est à Paris ici, et j'aime le vélo, mais tout le monde ne pourra pas prendre son vélo quand il y aura 50 km à faire pour aller chercher son boulot. Bon. Donc, il y a une initiative qui s'appelle ECOV, qui a créé en fait des lignes de covoiturage, c'est comme des lignes de bus, entre des zones rurales, des zones peu denses, on va dire, et des agglomérations. C'est hyper concret, ça implique aussi les citoyens, donc c'est un peu du service public partagé, si vous voulez. Et il y a aujourd'hui une trentaine de lignes de covoiturage et il mériterait d'en avoir 50, 100, 36 000, puisqu'on a 36 000 communes en France. Voilà les exemples très concrets sur lesquels on travaille aujourd'hui au French Impact. Alors justement, je vais rebondir quand même sur ce que vous dites sur les licornes, parce qu'effectivement, on en parle beaucoup et peut-être qu'on parle un peu moins de ces entreprises industrielles dans les territoires. Néanmoins, il faut quand même peut-être à un moment que les deux cohabitent et il n'y aura pas d'émergence de grandes entreprises à impact dans les territoires si on n'a pas aussi des avancées technologiques. Tout à fait. Alors nous, on aime les champions au French Impact, les locomotives, et on aime aussi les licornes. On parle des futures licornes du social et environnemental. Ce qui compte, c'est quand même l'objet aussi de l'entreprise. Et vous avez dit le mot qui est juste, c'est la cohabitation, c'est la coopération. En fait, on peut dire qu'on est pour une biodiversité de l'excellence, qui est des petits, des gros, des académiques, des entrepreneurs, les décideurs publics. Nous, notre job au quotidien, c'est vraiment une méthode aussi de mettre autour de la table ces différents univers qui ne se parlent pas assez, sur une base territoriale, le plus souvent,
pour que, in fine, il y ait des meilleurs projets qui soient proposés aux citoyens et que ça marche et que, voilà, on ne soit pas uniquement dans le discours sur la transformation du modèle, mais qu'on soit sur des projets qui naissent et qui transforment le modèle et que ça se voit pour les citoyens. Donc, bien sûr, il faut cohabiter et moi, j'ai un credo sur les alliances pouvoir public, grands groupes, innovateurs sociaux et il faut juste que les fonds qui sont mobilisés aujourd'hui fassent bien attention quand même d'aller sur ces projets à impact social et environnemental, parce que c'est ça qui va un peu nous protéger aussi des méga-feux, des inondations, des crises sociales. Voilà, donc cet objet, il est quand même extrêmement important. Et le rôle des investisseurs, il sera clé. Nous, on travaille, vous avez souligné qu'on a coprésidé le travail sur le financement de la transition dans les territoires. Et on compte sur les investisseurs et on travaille avec eux pour que justement, l'argent qui est là, qui est disponible, il aille juste au bon endroit. Comment vous faites travailler justement les acteurs publics avec les grands groupes et avec les territoires ? Alors, ça va être beaucoup sur une base territoriale. Donc, par exemple, en ce moment, on travaille sur le plan de la relance en région PACA. Donc, on a réuni une task force. Il y a la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il y a l'Agence de développement économique Raisin Sud. Il y a le sous-préfet à la relance qui intervient. Il y a la région qui est aussi dans les tuyaux. Et l'idée, c'est du coup, on travaille sur des thématiques. Encore une fois, on est dans le concret, nous. Donc, on a des grands enjeux. On n'a pas épousé tout le plan de relance. Prochainement, ce sera sur le tourisme durable qu'on va bosser. On a déjà travaillé sur l'économie circulaire et sur l'agroécologie. Donc, on met les acteurs qui détiennent le financement autour de la table. On met les porteurs de projets. C'est ça notre force aussi. C'est d'être avec les porteurs de projets autour de la table et potentiellement aussi l'État, la région qui peuvent jouer un rôle facilitateur au-delà du financement. Voilà. Donc, c'est du très concret. On connaît les projets. On sait qu'ils ont besoin de financement. On connaît les décideurs publics. On connaît les investisseurs. On les met ensemble. On les réunit. En plus, maintenant, on peut le faire aussi en distanciel, donc ça rend les choses peut-être un peu plus pratiques. Vous voyez que moi aussi, j'aime le numérique. Et voilà, et c'est ce savoir-faire-là qui permet, in fine, qu'on sait faire cette tuyauterie un peu du dernier kilomètre entre le plan de relance et les projets. En tout cas, cette transformation, selon vous, elle ne peut pas se faire sans volonté de l'État ? Il faut que vraiment l'État soit moteur là-dessus. Les industries, toutes seules dans leur coin, en territoire, elles ne peuvent pas s'engager toute seule dans ce mouvement ? L'État, il peut jouer un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur, un rôle de stratège. C'est pour ça que j'insiste aujourd'hui, et encore une fois, j'aime la tech, on est amis avec la French Tech, mais attention au numérique pour le numérique. Il faut le numérique au service de l'impact social et environnemental. Donc, bien sûr, l'État a un rôle à jouer là-dedans. Il joue son rôle avec le plan de relance. Après, il faut jouer cette coopération entre l'État, les régions, les agglos. Voilà. Et c'est ça où il faut, créer des passerelles, des ponts. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que la plupart des entreprises qui se créent, elles intègrent dès leur naissance, dès leur fondation, en fait, tous ces enjeux d'impact. Il n'y a plus quasiment aucune start-up qui ne soit pas tech for good. C'est plus difficile pour transformer des sociétés qui sont déjà installées depuis longtemps ? Je pense qu'il y a un mouvement, quand même, une tendance qui est en place. Après, bien sûr, quand on est dans un grand groupe, que vous avez 100 000 salariés, il y a forcément un facteur d'inertie qui est inhérent à la taille. Mais justement, une des solutions là-dessus, c'est de promouvoir des alliances entre des grands groupes et des innovateurs sociaux. On peut citer, et ça peut être gagnant-gagnant, on peut citer un exemple de joint venture sociale, si vous connaissez l'expression, c'est une joint venture entre un grand groupe et une entreprise sociale, entre Vinci, par exemple, sur des métiers en tension dans le BTP, et un chantier d'insertion qui s'appelle ARES, qui va être en capacité d'aller chercher des gens éloignés de l'emploi, de les former au métier du BTP, qui, in fine, trouveront très vite des débouchés, puisqu'il y a une question de métier en tension avec Vinci. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret qui permet aussi à un grand groupe d'être plus inclusif. Et donc, je crois beaucoup à ces alliances-là qui vont inséminer de manière positive, en fait, le virus de l'impact dans les grands groupes. Merci beaucoup, Stéphanie Goujon, pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Le French Impact. Et je suis maintenant avec Yashak Das. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kunto. Alors, c'est une appli inclusive qui a un coaching sportif adapté pour le handicap. Comment est née l'idée de Kunto ? Et puis d'abord, ça veut dire quoi, Kunto ? Alors, Kunto, ça veut dire bien-être en finnois. Ah oui ? Ouais, on a trouvé cette idée originale et on a bien aimé le nom et ça sonnait bien.
Et en fait, Kunto, c'est une application de sport et de bien-être pour les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des difficultés. Alors, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est des contenus adaptés et sportifs et nutritionnels. L'idée, c'est de pouvoir donner la possibilité à toute personne ayant envie de pratiquer une activité sportive d'avoir un outil au quotidien, tout simplement pour... voilà. En fait, la complexité qu'on a pu rencontrer en ayant rencontré des structures spécialisées, des clubs handisport, c'est qu'il y avait un réel besoin aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas pratiquer du sport de la même manière. Et c'est ce que Kunto tente de répondre. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'application? Qu'est-ce qu'on trouvera? Parce que vous êtes en phase bêta pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on trouvera concrètement dans l'appli? Alors l'application, elle est divisée en 3. Alors il y aura des programmes sportifs sous forme de vidéos, adaptés à tout type de pathologie. Une plateforme de mise en relation entre des professionnels du sport et de la santé et nos futurs adhérents. Et une partie nutrition, avec des recettes, pareil, adaptées à tout type de pathologie. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne en situation de handicap en fauteuil roulant, elle a du mal à digérer, forcément parce qu'elle est assise au quotidien. On lui préparera des recettes pour digérer plus facilement ses repas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et par exemple, en matière de sport, quelqu'un qui est en fauteuil, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, on peut lui proposer des exercices adaptés au haut du corps, par exemple, pour se renforcer musculairement, ou tout simplement pour faire du cardio, par exemple. Mais c'est vraiment des exercices qui ont été créés en amont par des enseignants APA et qui respectent des protocoles de sécurité. C'est très important. Il n'y a pas uniquement que les personnes en fauteuil roulant, c'est plein de pathologies, plein de difficultés en fait, que peuvent rencontrer certains Français aujourd'hui. Je peux vous donner l'exemple aussi des personnes en situation d'obésité ou des personnes en surpoids. Elles ne peuvent pas pratiquer une activité sportive comme vous et moi. Et du coup, on adapte nos exercices à leurs difficultés, vraiment. Et ce sont des exercices qu'on peut faire tout seul à domicile? Il n'y a pas besoin d'une surveillance ou d'une aide particulière? Non, c'est des exercices qui sont étudiés pour être faits à la maison. Et nous, l'avantage, c'est qu'on donne une vidéo explicative sur chacun de nos mouvements pour vraiment pouvoir permettre à l'utilisateur de pratiquer le mouvement en toute sécurité. Donc c'est quelque chose qui est un peu décomposé de façon pédagogique? Exactement. Est-ce qu'il y aura un moyen, un moment, pour les personnes qui vont utiliser votre application d'interagir avec les coachs qui ont travaillé sur ces exercices? Alors ça, c'est le deuxième service qu'on propose. En plus des vidéos qu'on va proposer dans un premier temps, il y aura une plateforme de mise en relation pour ceux qui veulent un coaching plus poussé. Ils pourront contacter des coachs, des professionnels de la santé qui leur donneront un programme encore plus poussé pour pouvoir améliorer leur hygiène de vie. Et vous parliez tout à l'heure du volet nutritionnel. Aujourd'hui, c'est compliqué. On ne peut pas dissocier le volet nutritionnel du volet sportif. Totalement. C'est complémentaire. Nous, on a réalisé des enquêtes auprès de clubs et d'associations et même de personnes en situation de handicap. Et ils nous ont dit qu'ils avaient des difficultés à avoir des exercices adaptés et d'avoir des recettes parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont en général souvent en inactivité. Donc, ils prennent du poids, ils ont du mal à manger sainement. Et du coup, ils nous ont dit qu'il fallait vraiment des exercices adaptés, sécurisés et personnalisés, et des recettes, pareilles, adaptées à leurs besoins. Alors là, vous êtes en phase bêta. On le disait, l'idée, c'est de développer l'appli complètement pour l'année prochaine, je crois. Avec quel modèle ? Quel modèle ? Ouais. Alors, nous, il y a un modèle... alors, notre modèle économique, ça va être le freemium, et le premium, ça va être des abonnements. Il y a aussi une commission sur la mise en relation qui sera prélevée. Et on souhaite également proposer nos services au comité d'entreprise pour pouvoir accompagner les salariés en situation de handicap ou qui ont des difficultés à pratiquer une activité sportive. Notre objectif aussi, c'est de démocratiser le sport sur ordonnance. On s'est rendu compte que durant la période du Covid, de plus en plus de médecins prescrivait le sport, voilà. Prescrivait le sport sur ordonnance. Et du coup, on veut aussi également, pourquoi pas un jour, proposer des services sur ordonnance à nos futurs adhérents. Voilà. Alors, vous êtes lauréat du programme French Tech Tremplin 2021. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça nous a déjà énormément apporté. On a reçu une bourse. D'ailleurs, c'est un super programme. Et on fait également partie du programme Diversity Days.
Ouais. Leadership, ce qui a été un super tremplin pour nous. Ça nous a permis de développer notre réseau. Ça nous a permis vraiment de booster notre projet. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment lancé. On a une version bêta qui devrait voir le jour en décembre. On veut vraiment avoir un retour sur notre version pour pouvoir optimiser au mieux la version qui sortira en 2022. Et puis voilà, tout se passe pour le mieux. Eh bien, tant mieux. Et puisque vous parliez du leadership programme de Diversity Days, j'en profite pour dire que Bismart est partenaire de l'annuaire Diversity Days Talent du numérique, de la diversité et du numérique qui vient de sortir. Et on va recevoir dans un instant un deuxième entrepreneur de ce leadership programme. Et je suis maintenant avec Badr Waladi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur associé de Police One Tech. Alors, vous voulez rendre la finance plus responsable et accessible à tous. Que fait Police One Tech exactement? Eh bien, Police One Tech a l'ambition de permettre aux directions générales des établissements bancaires de piloter en toute conscience et de piloter de manière effective leurs risques bancaires. Comme vous le savez, la réglementation a évolué. Il y a plusieurs aujourd'hui exigences qu'on fixe aux établissements financiers pour éviter le crash qu'on a pu avoir, ou la crise financière qu'on a pu avoir en 2008 par exemple. Et aujourd'hui, ces obligations-là se traduisent... C'est les fameuses règles BAL 3, 4, BAL tout ça. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, les établissements bancaires, quand je discute avec les dirigeants lors de mes autres activités de consulting ou d'audit, les dirigeants me disent soit j'ai beaucoup d'informations, je suis noyé, j'arrive pas à prendre des décisions, soit j'en ai pas ou j'en ai pas assez et ce n'est pas pertinent. Et ce constat-là s'est multiplié. Aujourd'hui, l'idée, c'est de proposer quelque chose de très intuitif qui va venir compléter l'existant. L'idée n'est pas de révolutionner, parce qu'il existe déjà des outils au niveau de la place, mais plutôt de venir compléter avec pas seulement un livrable à destination des régulateurs, mais à ceux qui vont piloter concrètement ces risques-là. Donc vous êtes en train de mettre en place une solution logicielle? Une solution logicielle qui va agréger l'ensemble des données liées au risque bancaire, auxquels les établissements bancaires vont être confrontés, avec un pilotage des indicateurs de risque. Parce qu'il y a des solutions qui gèrent les risques parfaitement. Aujourd'hui, nous, on va venir s'encapsuler et pour permettre aux dirigeants de piloter ces Key Risk Indicators, ces KRI, ces indicateurs de risque, de manière pertinente, régulière, à la fréquence que les établissements vont souhaiter, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Voilà. Mais vous étiez dans la banque avant pour connaître à ce point le système bancaire. Justement, c'est le produit de plusieurs années de pratique dans le secteur bancaire et le fait d'avoir côtoyé plusieurs dirigeants, d'avoir côtoyé ou d'avoir aussi participé ou mis en place plusieurs projets réglementaires qui m'amène aujourd'hui à apporter une réponse à un vrai besoin aujourd'hui au niveau de la place. Quand vous discutez avec des grands établissements, quelle que soit leur taille, qui vous soufflent à demi-mot, qui sont en train encore d'utiliser des outils comme Excel qui sont très très bien, vous dites qu'il y a un vrai besoin. Oui, en effet, je comprends. Ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Mais comment est-ce que votre futur outil, puisque vous êtes encore au stade du développement, va pouvoir contribuer à une finance plus durable, puisque c'est dans vos objectifs? Les principes de gouvernance, de la gouvernance saine des risques, font partie des objectifs d'une finance plus responsable, d'une finance durable, et qui permet justement d'éviter des comportements individuels de certains établissements qui pourraient être justement systémiques à l'arrivée. Et le fait de pouvoir rendre plus transparente cette finance, ces indicateurs de risque auxquels l'établissement sont exposés, aussi bien vis-à-vis des régulateurs, mais également vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes au niveau de l'établissement même, les autres fonctions, les autres pilotes de risque. Des fois, on les voit aujourd'hui, elles sont en silo. Le fait de rendre accessibles toutes ces données-là, c'est vrai que des fois, ça va casser un peu les paradigmes existants, mais l'objectif, dans une ère où la data n'est plus un problème, c'est justement de pouvoir profiter de cette transparence-là pour qu'on puisse s'améliorer au niveau de l'établissement. Et alors, vous avez choisi de monter votre entreprise en adoptant le statut d'entreprise à mission. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Oui, alors entreprise à mission, en application des dispositions de la loi Pacte, la dimension RSE est une dimension qui m'est très très chère, que j'essaie de développer aussi au travers des formations que je peux dispenser ou de toutes mes activités. Et justement, de manière intrinsèque à travers la solution, on répond
à l'une des dimensions sociétales de l'entreprise, la transparence, la gouvernance saine et responsable. Mais aussi, au travers de ma carrière de manager, j'ai pu recruter des collaborateurs et j'ai compris, enfin, où j'ai constaté que, notamment au profil, où on va passer du profil étudiant à salarié, eh bien, parfois on est en perte d'orientation, en perte de cap. Et je me suis dit, une solution qui pourrait aussi être dans un cadre de deal gagnant-gagnant avec des étudiants qu'on pourrait accueillir chez nous sous un format de mentorat par exemple, pour leur montrer à quoi ressemblent les métiers de la finance, qu'on peut être des financiers mais pas forcément ceux qui sont tagués capitalistiques ou sans état d'âme, et bien pour pouvoir leur mettre le pied à l'étrier, mais aussi probablement détecter des profils, des talents qu'on pourrait accueillir chez nous au sein de l'entreprise. Et votre solution, elle sera prête quand alors ? Alors la solution est en cours de développement, on est à un stade assez avancé du développement. Alors on a l'architecture globale qui est déjà établie, le dictionnaire de données qui est déjà mis en place et on travaille aujourd'hui sur des partenariats avec des établissements bancaires pour démarrer la phase pilote à partir de janvier. Merci beaucoup Badr Waladi. Je rappelle que vous êtes également lauréat du leadership programme de Diversity Days. Diversity Days qui a sorti cette semaine son annuaire des talents de la diversité et du numérique dont Bismart est évidemment partenaire. Tout de suite, je vous propose de parler industrie 4.0 puisque je recevais il y a quelques semaines le patron de Lectra, Daniel Harari. Lectra est une entreprise de technologie présente essentiellement sur 3 marchés, l'automobile, l'ameublement et la mode. Nous habillons les personnes comme nous habillons les intérieurs d'automobiles et les meubles. C'est joliment dit. Voilà, alors nos solutions technologiques sont un mélange de matériel, logiciel, données et services en fait. Et nous sommes une société un peu unique en son genre, puisque nous sommes aujourd'hui une société qui apporte des solutions pour l'industrie 4.0, qui est en fait la nouvelle vision de ce que doit être une industrie dans les années qui viennent. Oui, justement, vous êtes en effet à l'avant-garde de l'industrie 4.0. Comment est-ce que ça se traduit sur une chaîne logistique ou une chaîne de production? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce que l'industrie 4.0, on en parle beaucoup, mais on a du mal à voir la réalisation concrète. Alors l'industrie 4.0, ce n'est pas que l'usine, c'est toute une industrie, les centres de développement, les points de vente, les points de commercialisation, qu'ils soient dans les boutiques physiques ou sur Internet, et puis les usines. Et en fait, ça consiste à avoir une connexion logique entre les points de vente, les points de développement et les usines, et avoir des usines intelligentes qui sont capables de recueillir ces données, de les traiter, de prendre des décisions avec des outils qui sont liés à l'intelligence artificielle, bien sûr, à toutes les notions de big data, ce qu'on appelle des données floues sur les consommateurs, sur les produits. Et puis également, c'est l'utilisation du cloud et de l'Internet des objets, c'est-à-dire des machines connectées qui permet de réaliser cette quête vers l'industrie 4.0. Ça permet par exemple de produire davantage à la demande et d'éviter d'avoir des stocks ? Voilà, le meilleur exemple, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'un consommateur, par exemple, va choisir un vêtement en ligne ou dans une boutique. Le vêtement va être conçu pour être adapté à ses mesures, adapté à ses options. Il peut choisir, par exemple, son type de col, son type de bouton, de manche. Et puis, il va y avoir quelque part dans le cloud une plateforme qui va optimiser ses demandes, adapter le vêtement à ses mesures, préparer la production, consulter le planning de production et donner des instructions à une machine intelligente qui va fabriquer à la demande son vêtement. Et on est vraiment capable de faire ça aujourd'hui ? Absolument, on a une centaine de clients qui le font aujourd'hui. Mais c'est du quasi... c'est de la production en quasi temps réel, en fait. Absolument. En fait, quand un client rentre dans une boutique, on est capable pratiquement de lancer la production 30 secondes après, n'importe où dans le monde. En pratique, on a intérêt à regrouper des commandes et fabriquer et livrer en 8 jours parce que ça permet d'optimiser la matière en mélangeant en fait les commandes. Et de cette façon-là, on a des pièces de taille différentes, ce qui permet de minimiser les chutes de tissu. Et le gain matière est à peu près l'équivalent du résultat que fait aujourd'hui un fabricant de vêtements. L'équivalent du résultat ? Pour un sous-traitant, le gain matière qu'on apporte avec ces solutions est l'équivalent de son résultat. Mais c'est hallucinant. C'est formidable.
Donc il faut qu'on y aille tous, en fait. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que lorsqu'on prend cet exemple de fabrication à la demande, donc très répandu dans l'ameublement, qui déjà fabriquait des meubles à la demande depuis un certain nombre d'années, c'est plus difficile dans la mode, parce que ça suppose de remettre en cause tout le business model, Bien tout le sûr. mode de fonctionnement des entreprises, la façon dont on crée, puisqu'il faut créer un vêtement paramétrable qui s'ajuste à la morphologie de chacun. Ça suppose aussi de revoir la chaîne logistique, et aujourd'hui, la plupart des sociétés de mode ont envie d'aller vers ces solutions, mais ne sont pas armées pour le faire, parce que c'est une remise en cause en profondeur de toute leur organisation. Bien sûr. Et dans l'ameublement, on est beaucoup plus avancé, parce qu'on fabrique les meubles à l'unité, souvent aux dimensions et avec les goûts des consommateurs. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que le marché de l'ameublement soit sorti de la crise bien avant les autres marchés, parce que pendant cette période, ils n'avaient pas de stock, ils n'ont pas eu de consommation de cash, et par conséquent, ils ont pu survivre à la crise du Covid beaucoup mieux que les entreprises de mode, par exemple, et se sont remis à l'investissement dès le mois de juillet 2020. Et comment ça se traduit dans l'automobile? Parce que c'est un secteur où vous êtes aussi présent. Là aussi, j'imagine que c'est plus compliqué que dans l'ameublement. C'est plus compliqué parce qu'en fait, les process de fabrication dans l'automobile sont très avancés et que changer ce mode de production suppose de remettre en cause une solution qui fonctionne déjà bien. Et d'une manière générale, le monde de l'automobile préfère améliorer les process existants que d'être en rupture. Donc, à la fois, ils sont plus avancés dans l'utilisation de l'industrie 4.0 et on a aujourd'hui près de 65% de parts de marché dans les intérieurs automobiles, un peu plus de 70% dans les airbags. Donc, on est présent dans le monde entier. Et nos clients sont très avancés dans leur process, utilisent toutes les méthodes de ligne de fabrication, on va dire en flux tendu, mais passer en une fabrication à la demande suppose de faire des ruptures complètes dans leur mode de fabrication, et ils ne sont pas prêts à faire ça aujourd'hui. Ça veut dire aussi que ça allonge les délais de livraison quelque part. Dans un cadre où le consommateur est quand même habitué à avoir à peu près tout de suite. Non, en fait, on est capable de livrer. Alors, notre client le plus avancé, qui est un Allemand qui fabrique en Pologne, est capable de livrer un meuble en 24 heures après la commande, en le faisant complètement à la demande. La chaîne entière prend 8 heures. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout dans des choses très compliquées. On pourrait faire la même chose dans l'automobile. D'ailleurs, des tanneurs qui fabriquent des sièges en cuir, en fait, pour des voitures de luxe, le font aujourd'hui en 48 heures. Donc, on est capable de faire des intérieurs à la demande, customisés, dans des délais très courts. Est-ce que ça permet aussi une certaine relocalisation? C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Il faut réindustrialiser la France, il faut relocaliser. Est-ce que ces solutions-là, qui nécessitent peut-être moins de stock, donc réduisent forcément un peu les coûts aussi, permettent de relocaliser une partie des productions? Alors absolument. Peut-être que le principal avantage de la fabrication à la demande, c'est le fait que les besoins en matière de trésorerie sont très différents. En général, on génère de la trésorerie positive parce qu'on est payé par le consommateur avant de fabriquer. Ouais. Donc c'est un business model qui permet de se développer sans avoir de besoin de fonds propres significatifs. Au contraire, c'est ça le principal avantage. Mais évidemment, ça permet une relocalisation puisque le coût de la main-d'œuvre devient assez secondaire. C'est en fait la machine de découpe qui va prendre les décisions et qui va automatiquement fabriquer. Donc on divise peut-être par 2 ou par 3 l'ensemble des opérations. Donc c'est beaucoup moins consommateur de main-d'œuvre. Ça se présente bien pour pouvoir fabriquer à proximité, mais cela suppose qu'il y ait la main-d'œuvre qualifiée. Et dans beaucoup de pays, la France en particulier, on a perdu beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Est-ce que le lancement d'une filière de solutions pour l'industrie du futur qui a été acté en avril dernier et notamment par le Comité national de l'industrie est une bonne nouvelle pour qu'on puisse accélérer dans cette industrie 4.0 ? Certainement. Et en fait, beaucoup d'entreprises y réfléchissent. Beaucoup font des tests, même des tests à petite dimension. Il faudrait aller plus vite. Et en fait, les technologies existent. Nous les avons mises sur le marché en 2018. Donc maintenant, on a une certaine expérience, un retour d'expérience assez important. On sait que ça fonctionne bien. Et la crise du Covid est venue interrompre en fait cette transformation qui aujourd'hui est tout à fait possible et souhaitable parce qu'elle permettra à la fois une relocalisation
d'industrialisation. C'est une solution verte, elle permet de faire beaucoup d'économies de matière, de ne pas avoir d'invendus, de ne pas détruire, par exemple, des vêtements. Elle a tous les avantages par rapport aux solutions qui sont recherchées aujourd'hui par les industriels, mais elle suppose un certain courage pour transformer l'entreprise. Mais ça veut dire que les industries aujourd'hui sont en train de devenir des entreprises tech. Vous-même, quand vous êtes arrivé, vous m'avez dit je suis une entreprise de solutions technologiques. Oui. Absolument. Et en fait, la solution pour demain, pour aller vers l'industrie 4.0, alors on estime que l'industrie 4.0, on commencera à voir les premiers effets en 2030. C'est une quête. Ce n'est pas encore aujourd'hui une réalité à 100%. Il s'agit de progresser. Il y a différentes étapes. Petit à petit, on va donner des instructions à des robots intelligents. Ensuite, ils vont décider eux-mêmes d'un certain nombre de choses. Et ensuite, le système est capable de planifier complètement le fonctionnement d'une usine. Donc, on voit qu'on peut y aller par étapes. Et pour ça, évidemment, les technologies les plus importantes, les plus difficiles à maîtriser sont autour de la donnée. Parce que toutes ces données sont floues, elles ne sont pas structurées, les informations ne peuvent pas se lire facilement, et cela suppose aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Par exemple, quand on parlait des solutions à la demande, on va avoir des algorithmes qui vont optimiser la matière, par exemple, en décidant à quel moment il faut fabriquer en fonction des commandes qui sont en cours, en décidant aussi, par exemple, que si on veut livrer en 8 jours, on impose de passer en fabrication quoi qu'il se passe avant 8 jours, et en fonction de ce qu'on recherche à faire, on va appliquer des algorithmes différents pour permettre d'optimiser la production. Vous avez pris ce virage du digital et de la technologie à quel moment ? Alors, on a pris ce virage du digital très tôt, parce qu'en fait, le digital est un prérequis en fait, à l'industrie 4.0. Tant qu'on n'a pas digitalisé les process, ça ne sert à rien. On ne peut pas aller plus loin. Absolument. Nous l'avons pris très tôt. Ça a été notre métier pratiquement depuis le début des années 90. Et on a accéléré en 2015, où on a décidé que notre stratégie serait basée sur l'industrie 4.0. On a fait de la recherche et du développement sans faire de publicité autour de 2015 à 2017. Et en 2017, on a annoncé notre stratégie et lancé nos premières solutions. Voilà, donc aujourd'hui, on a vraiment une avance sur beaucoup d'entreprises dans le monde. On est numéro 1 mondial. On a racheté notre concurrent principal. Oui, j'allais y venir. Gerber aux États-Unis. Absolument, il y a quelques mois. On propose à nos clients des solutions d'avant-garde. La condition nécessaire pour pouvoir le faire, c'est de financer en fait toute cette transformation. Et les économies qu'on apporte, notamment en termes d'économies de matière, de tissu, de cuir, financent complètement les développements. Alors justement, vous parlez de ce rachat de votre concurrent principal américain, Gerber, pendant la crise sanitaire, une opération à 300 millions d'euros. Comment vous avez réussi à boucler une opération d'une telle ampleur alors que tout le monde était confiné chez soi ? À distance, en visioconférence. J'ai d'abord négocié les grandes lignes de cette acquisition tout seul avec les propriétaires de Gerber. Ensuite, nous avons signé un accord avec Lazare qui nous a accompagnés, avec un cabinet d'avocats, Latam et Watkin, qui nous a accompagnés également. Et nous avons mené, avec l'équipe de direction d'Electra, dans le plus grand secret, en fait, cette opération 100% en visioconférence. Que vous apporte aujourd'hui Gerber en termes de synergie, de business ? Alors d'abord, Gerber a une présence très forte aux États-Unis. Nous sommes dans des métiers où les clients sont fidèles, notamment dans tous les métiers liés au logiciel, à la CAO, à la conception assistée par ordinateur. En fait, 99% des clients renouvellent leur confiance chaque année à Gerber ou à Electra. Et donc, ça nous apporte une présence beaucoup plus forte sur le continent américain, où nous étions présents, mais de façon moins importante qu'aujourd'hui. Cela nous renforce également en Chine, où nous avions une présence significative, mais nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui à deux. Et ça nous apporte une base de clients très fidèles, pour lequel nous allons pouvoir apporter à laquelle nous allons pouvoir apporter des solutions technologiques pour l'industrie 4.0. Et ça nous donne aussi un effet d'échelle, de taille, puisque nous allons représenter à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous investissons à peu près 12% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Donc un programme de recherche et développement où nous ne développerons qu'une seule fois pour les deux marques des solutions de demain. Donc la capacité à fournir beaucoup d'innovations dans les années qui viennent. Alors vous ne vous êtes pas arrêté là, puisque je crois qu'il y a encore quelques semaines seulement, vous avez racheté un groupe roumain innovant dans le secteur de la mode. Pourquoi vous avez cette stratégie comme ça de croissance externe ? Vous dites qu'il faut tout prendre sur le marché pour
qu'on puisse être les seuls, c'est quoi la stratégie ? Alors, nous n'avons pas qu'une stratégie de développement externe, mais en fait, pour être présent dans l'industrie 4.0, il faut pouvoir développer un certain nombre de technologies, de process que nous n'avons pas forcément en interne. Et le rachat de cette société en Roumanie, c'est parce que tient essentiellement à leur technologie. Ils ont développé des technologies pour la CAO qui, pour nous, représentent les technologies de demain et vont s'intégrer parfaitement dans ce process d'industrie 4.0. Donc nous avons, ça faisait 1 an qu'on discutait en fait de ce rapprochement, et cela va rapporter une brique complémentaire à la gamme dont disposent Lectra et Gerber aujourd'hui. Je voudrais qu'on fasse un tout petit point conjoncture, parce que vous êtes un peu au centre de plusieurs industries qui sont très intéressantes et très diverses. Et on a eu hier les chiffres du climat des affaires, et visiblement ça se détériore dans l'industrie, notamment dans la métallurgie, la fabrication de textiles, d'habillement et de cuir. Comment est-ce que vous le percevez de votre côté ? Alors en fait, quand on prend nos 3 marchés, on a 3 dynamiques complètement différentes. Dans l'ameublement, les choses vont très bien mondialement parce qu'avec les confinements, chacun est resté chez soi et a envie de changer ses meubles. Pendant que les hôtels ou les restaurants étaient fermés, finalement, chacun en a profité pour faire des travaux et donc pour meubler ou remeubler en fait les lieux. Donc on s'aperçoit que l'industrie de l'ameublement est une industrie qui est en plein essor aujourd'hui et qui rebondit très très fortement. Je prenais notre premier client chinois. La journée des célibataires, il a vendu pour 400 millions de dollars de meubles en ligne, en une journée. Ah oui. Donc on se rend compte que... On sait que c'est une grosse journée, mais quand même... Oui, c'est quand même très, très, très significatif. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le monde du meuble vit avec des technologies, des méthodes de fabrication très anciennes. Et donc, en fait, fait un grand écart en passant complètement à des technologies nouvelles, mais qui ne remettent pas en cause son business model. Donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire cette révolution parce qu'elle est purement technologique. Lorsqu'on est dans le monde de la mode, en fait, on est devant la fameuse courbe en K des économistes, c'est-à-dire qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et tous ceux qui ne reverront pas en profondeur leur business model, s'il n'est pas adapté, ont moins de chances de survivre. Et il y aura des rachats de marques importantes qui ont de la valeur, bien sûr. Il y aura des dépôts de bilan et il y aura aussi des grands gagnants. Et il y a 2 critères en fait qui sont importants. Finalement, ceux qui étaient concentrés sur la production à bas coût, en fabriquant par exemple en Chine ou au Vietnam, et en se disant chaque centime compte dans le prix de revient, sont les grands perdants parce qu'en fait, ils ont des cycles longs et ils ont dû financer des stocks très importants et donc leur trésorerie a énormément souffert. Et le gain qu'ils ressortent de ça est très faible. À l'inverse, ceux qui ont des cycles courts, qui sont par exemple dans le fast fashion ou qui fabriquent à proximité, ont survécu aux périodes difficiles en sortant beaucoup plus fort. Et également, ceux qui ont une présence forte sur Internet, sur la vente en ligne, sur le e-commerce, sortent les grands gagnants parce que aujourd'hui, aux États-Unis, on a un vêtement sur 2 vendu en ligne. Donc on se rend compte que l'avenir, c'est la présence en ligne. Évidemment, le réseau direct de boutiques est important, mais il vient en complément. Et c'est la présence sur les sites de e-commerce et en ligne qui est l'élément principal du succès. Merci beaucoup Daniel Harari d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le PDG de Lectra. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end sur Bismart.